Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire, vrai de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un drame familial qui a ébranlé un quartier tranquille de Hartford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. Les faits se sont déroulés en septembre 2022, alors que l'automne commençait à peindre les jardins de couleurs chaleureuses. Cette affaire a rapidement suscité une vive émotion dans la communauté, tant les Walsh étaient réputés pour leur vie sans histoire, faite de traditions familiales et de moments de convivialité. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines investigations. Dans ce petit faubourg de Hartford, on retrouvait souvent Harold Walsh, un homme de 73 ans, assis sur sa véranda, à siroter du thé ou à lire le journal. D'apparence frêle et discret, il s'habillait souvent de pulls en laine, la mine un peu soucieuse, comme si un fardeau pesait sur son cœur. Son fils, Thomas Walsh, 45 ans, était un grand gaillard, élancé et toujours bien soigné. Il travaillait comme analyste logiciel dans une entreprise de la région. Perfectionniste dans l'âme, il passait des heures dans son bureau à peaufiner chaque détail de ses projets, et son entourage le taquinait parfois pour son côté trop méticuleux. Laura Walsh, la quarantaine, était son épouse depuis près de 20 ans. Infirmière dans un hôpital local, elle avait le visage doux et une silhouette gracile. On la décrivait comme une femme de grand cœur, toujours prête à se dévouer pour ses patients ou pour n'importe quel membre de la famille. Leur fille unique, Kim Walsh, 17 ans, était en pleine adolescence, passionnée de photographie et férue de street art. Dans les rues du centre-ville, il n'était pas rare de tomber sur une fresque signée d'un pseudonyme mystérieux, œuvre que beaucoup soupçonnaient être de la main de Kim, bien qu'elle n'en ait jamais parlé ouvertement. Malgré leurs occupations respectives, tous se retrouvaient régulièrement autour de la table familiale, souvent sur la grande terrasse derrière la maison, lorsqu'il faisait beau. Cette demeure, d'allure coloniale, avec son porche en bois peint en blanc et son petit jardin décoré de rosiers, semblait le théâtre idéal de moments heureux. Il existait, derrière cette façade pittoresque, quelques tensions liées à des questions financières, mais qui n'en a pas dans une famille moderne. Laura, avec ses horaires décalés, rentrait parfois tard, tandis que Thomas, absorbé par son travail et ses investissements, dormait peu, préoccupé par les fluctuations imprévisibles de ses projets. Quant à Harold, il ressentait une certaine frustration de ne plus être en pleine possession de sa mémoire, se découvrant parfois des absences et quelques difficultés à se concentrer. C'était un point qu'il avouait avec réticence, par peur de perdre son indépendance. Kim, elle, aimait s'entretenir avec son grand-père de ses anecdotes de jeunesse. Elle trouvait fascinants les récits qu'il lui narrait, à propos d'un passé qu'elle n'avait pas connu. Seulement, elle remarquait de plus en plus ces moments de confusion où il se trompait de date, mélangeait certains noms ou répétait la même histoire en boucle. Le voisinage décrivait cette famille comme soudée. L'un d'eux, un homme d'un certain âge, disait souvent « Ce sont des gens simples, toujours polis, qui paient leurs factures et soignent leur jardin. » Personne n'imaginait que sous la surface plane se fomentait un plan aussi terrible. Il est vrai qu'on percevait, depuis quelques semaines, quelques éclats de voix dans la maison Walsh. Un autre témoin évoquait avoir aperçu Harold et Thomas discuter dehors, visiblement en désaccord au sujet de papier, bien que leur ton soit resté relativement bas. Rien, cependant, ne laissait présager le drame du samedi soir où tout bascula. Ce soir-là, la pluie battante tombait sur Hartford, transformant la rue principale en un long ruban luisant. Les rares passants pressaient le pas, emmitouflés dans des imperméables. Vers 21h, certains voisins ont rapporté avoir entendu un claquement de porte, comme si elle avait été violemment fermée, suivi de cris étouffés. D'aucuns ont cru à une dispute de couple ou à de simples chamailleries familiales. Or, à peine 15 minutes plus tard, des bruits sourds, comparables à des coups,
ont retenti. Les chiens du voisinage se sont mis à aboyer, et l'atmosphère déjà lourde s'est chargée d'inquiétude. Pourtant, personne n'a osé sortir sous la pluie pour voir ce qui se passait vraiment, préférant croire à un incident domestique sans gravité. Le lendemain matin, un proche de la famille, inquiet de ne pas voir Kim au lycée, s'est rendu chez les Walsh. Il avait l'habitude, certains jours, de la conduire à l'établissement lorsqu'il passait dans le quartier. Trouvant la porte d'entrée verrouillée, il a sonné à plusieurs reprises, sans succès. Aucune réponse ne lui parvenait. Poussé par une intuition sombre, il a fait le tour de la maison, frappant au carreau de la cuisine. Toujours rien. Il a alors décidé d'appeler les autorités, redoutant un malaise ou un incident grave. La police s'est présentée, a poussé la porte principale, qui semblait fermée à clé de l'intérieur, et a découvert la scène macabre. Dans le salon, Thomas, le visage tuméfié, gisait près de la table basse, perdant beaucoup de sang à la tête. À l'étage, dans la chambre du couple, Laura était inconsciente, allongée sur le sol, le teint livide, respirant à peine. Son uniforme d'infirmière traînait sur le lit, comme si elle avait essayé de s'habiller pour prendre son service tôt le matin. Et, dans le bureau adjacent, au milieu de papiers froissés et de documents financiers, Harold se tenait assis, les yeux perdus dans le vide, incapable d'expliquer clairement ce qui s'était passé. Quant à Kim, elle avait disparu sans laisser de traces, du moins dans un premier temps. L'hôpital le plus proche envoya en urgence une ambulance qui prit en charge Thomas et Laura. Les médecins, plus tard, détermineraient qu'ils avaient été violemment agressés à l'aide d'un objet contondant. Thomas souffrait d'une fracture du crâne et d'un traumatisme crânien sévère, tandis que Laura avait reçu des coups, aux côtes et à la tête. Leur pronostic vital était engagé, même si l'espoir subsistait de les voir se rétablir. Sur place, Harold présentait un comportement étrange. Il marmonnait sur des titres de propriété, prétendant que Thomas les lui avait volés, puis s'interrompait pour se plaindre de maux de tête et répétait qu'il ne se souvenait de rien. Les agents tentèrent de le calmer et remarquèrent que plusieurs tiroirs du bureau étaient ouverts, qu'une mallette contenait divers relevés bancaires, ainsi que des documents faisant référence à des investissements. Très rapidement, les autorités ont sollicité le soutien de l'unité de médecine légale pour examiner les lieux. Elles se notèrent des traces de lutte dans le salon. Un vase renversé, du verre brisé, des coussins jetés à terre. Sur la poignée de la porte d'entrée, aucune marque d'effraction, confirmant l'idée que l'agression s'était déroulée à l'intérieur, sans intervention extérieure. Les enquêteurs relevèrent également plusieurs empreintes de pas dans le couloir, dont certaines se dirigeant vers la sortie arrière, laissant croire que quelqu'un avait fui en hâte. Dès lors, la question cruciale était « Où se trouvait Kim? Avait-elle été enlevée? S'était-elle cachée? Pourquoi avait-elle disparu sans contacter personne, du moins dans un premier temps? » Le chef d'équipe de la police scientifique, un technicien méticuleux, s'efforça de répertorier chaque indice. Il prit des photos minutieuses de chaque pièce, recueillit des échantillons de fibres et de sang, et fit venir un expert en balistique pour vérifier si la moindre arme à feu était impliquée. Toutefois, il apparut plutôt clairement que l'agression s'était faite à l'aide d'une arme contondante, probablement un objet domestique lourd, comme un chandelier ou une batte de baseball. En fouillant la demeure, les agents tombèrent sur un vieux pistolet rangé dans un tiroir, mais il ne semblait pas avoir été utilisé. Pas de douille, pas de résidus de poudre. Les soupçons se tournèrent alors vers Harold, le seul présent sur les lieux, bien que sa confusion rendit l'enquête plus complexe. 2 inspecteurs majeurs prirent en charge l'affaire. L'un, réputé pour sa rigueur et son sens pointu de la déduction, venait d'être muté dans ce commissariat de Hartford depuis quelques mois. L'autre, plus expérimenté, connaissait bien la région et ses habitants, ayant résolu plusieurs dossiers retentissants par le passé. Tous deux interrogèrent Harold dans la voiture de police stationnée devant la maison. Celui-ci répondait de façon décousue, évoquant le complot financier de Thomas.
Il accusait son fils d'avoir dilapidé ses économies dans un placement en crypto-monnaie, sans son autorisation. Il parlait d'une revanche à prendre, affirmant qu'il s'était senti trahi, manipulé, privé des ressources qu'il avait économisées toute sa vie pour passer ses vieux jours à l'abri du besoin. Très vite, un enquêteur se concentra sur l'origine de la colère d'Harold, tentant de recouper ses propos avec les documents trouvés dans le bureau. Il y découvrit des relevés bancaires montrant des transferts importants effectués quelques mois plus tôt. Les sommes provenaient manifestement d'un compte appartenant à Harold et étaient transférées sur un portefeuille numérique à destination d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies gérée par Thomas. Pour l'instant, il n'y avait pas de confirmation officielle que Thomas eût sciemment volé son père. Peut-être l'avait-il fait pour aider Harold à fructifier ses économies, pensant bien faire, ou bien y avait-il eu tromperie délibérée? Ce qui apparaissait clairement, c'est que Harold se sentait spolié et, au vu de ses propos confus, il semblait en avoir nourri une rancune amère, au point de vouloir en finir avec son propre fils, et peut-être même avec la famille entière. Le jour même, on apprit la nouvelle de la localisation de Kim. Il s'avéra qu'elle avait passé la nuit chez une camarade de classe. Paniquée, elle avait raconté à cette amie que son grand-père lui avait fait peur la veille au soir, lui parlant d'un plan visant à se venger de Thomas et, si besoin, à réduire au silence tous ceux qui s'interposeraient. Kim, effrayée, s'était enfuie par la porte de derrière lorsqu'elle avait vu Harold attraper une arme improvisée, alors que Thomas et Laura tentèrent de le calmer dans le salon. Au cœur de la nuit, après s'être cachée, elle avait finalement contacté la police de manière anonyme. C'était donc Kim, la mystérieuse voix, qui avait appelé les secours, avec un sang-froid remarquable pour son âge. À mesure que l'enquête progressait, d'autres éléments troublants firent surface. On découvrit que Thomas traversait une passe financière compliquée. Il avait contracté un prêt important, en partie au nom de Harold, pour investir dans des crypto-monnaies alors en plein essor quelques mois plus tôt. Les marchés s'étaient retournés contre lui, générant une perte colossale. Thomas n'avait pas eu le courage d'avouer la vérité à son père, craignant sa réaction. Des courriels retrouvés dans l'ordinateur de Thomas montraient qu'il tentait de dissimuler l'ampleur des pertes à sa femme également, afin de ne pas l'inquiéter. Laura, accaparée par son travail d'infirmière, n'avait pas prêté beaucoup d'attention à ces questions d'argent, ayant accordé toute sa confiance à Thomas, qu'elle pensait plus au fait de ses sujets. Cette situation, alimentée par le sentiment de trahison d'Harold, formait un terreau propice à la colère et à la violence. Harold fut placé en garde à vue. Les enquêteurs poursuivirent leurs interrogatoires. Ils souhaitaient notamment entendre Kim, désormais en lieu sûr, pour confirmer ses déclarations et reconstituer précisément le scénario de la soirée. Dans ses témoignages, l'adolescente décrivit une scène de plus en plus tendue. Harold serait arrivé dans le salon avec des papiers froissés, réclamant des explications immédiates à Thomas sur des sommes d'argent disparues. Thomas aurait tenté de le rassurer, mais, déjà sur les nerfs en raison de la faillite de ses investissements, il se serait agacé que son père l'accuse de vol. Les insultes auraient fusé, puis Laura serait intervenue pour calmer les deux hommes, invitant Harold à s'asseoir et à discuter calmement. Harold, hors de lui, aurait alors saisi un objet. Kim ne se souvenait plus si c'était un chandelier lourd ou un pied de lampe, et aurait frappé Thomas à la tempe avec une rage incontrôlée. Laura, se précipitant au secours de son mari, aurait alors reçu elle aussi plusieurs coups. L'adolescente pétrifiée aurait mis quelques secondes à réaliser l'horreur de la scène, puis se serait éclipsée par la cuisine, entendant derrière elle les cris et le fracas des meubles bousculés. Sur le seuil de la porte, elle aurait aperçu son grand-père se diriger vers Thomas, inerte ou à demi conscient, et se pencher pour vérifier on ne sait quoi. Sous la pluie battante, elle n'aurait pas osé rebrousser chemin. Pour les deux inspecteurs, ce récit corroborait dans l'ensemble les indices trouvés sur place. Ils avaient, dès lors,
Suffisamment d'éléments pour mettre en examen Harold pour tentative de meurtre, agression avec arme contondante et détournement de fonds. Restait à déterminer si la confusion mentale qu'il affichait était feinte ou réelle. Rapidement, une expertise psychiatrique fut ordonnée. Les premiers tests montrèrent effectivement des signes inquiétants de déclin cognitif, évoquant un début de démence ou un trouble apparenté. Cela rendait la situation plus complexe. Harold avait-il sciemment planifié son geste avec l'intention de tuer? Ou bien sa santé mentale l'avait-elle poussé, dans une crise de paranoïa, à commettre l'irréparable? Dès la fin du mois de septembre, alors que Thomas et Laura luttaient encore à l'hôpital pour recouvrer leurs forces, l'affaire fit la une de la presse locale. Les habitants d'Hartford, choqués, commentèrent sans relâche les derniers rebondissements, se demandant comment une simple histoire de finances familiales avait pu dériver en un drame sanglant. De nombreux articles soulignaient le caractère ordinaire des Walsh, un couple actif et une adolescente créative, sans problème majeur. Tous soulignaient également la détresse qu'éprouvait Harold, lequel se sentait trahi par ce qu'il considérait comme un vol. On s'étonnait surtout que personne n'eût remarqué sa dégradation mentale. Mais dans un quartier tranquille, chacun vit sa vie, et les gens ne se préoccupent pas toujours de l'évolution psychique de leurs proches, surtout si le principal intéressé s'efforce de cacher ses problèmes. Au fil des semaines, la convalescence de Thomas et de Laura évolua favorablement. Lui dut subir une série d'interventions chirurgicales pour stabiliser sa boîte crânienne, puis entama de longues séances de rééducation. Il n'avait plus aucun souvenir précis de l'altercation, seulement des bribes de la soirée, et le choc psychologique fut immense lorsqu'on lui rapporta ce qui s'était passé. Laura, elle, souffrait de plusieurs côtes cassées et d'un traumatisme crânien. Elle fut alitée longtemps, réapprenant peu à peu à se déplacer sans douleur. Son premier souci, dès qu'elle put s'exprimer correctement, fut de s'assurer que sa fille Kim allait bien. Les médecins jugèrent préférable de la protéger émotionnellement durant les premières phases de son rétablissement, pour ne pas aggraver son état de choc. Le procès s'ouvrit quelques mois plus tard, dans un tribunal de Hartford. En salle d'audience, Harold fut présenté sur un fauteuil roulant, l'air hagard, entouré de ses deux avocats. L'accusation, représentée par une substitut du procureur déterminé, soutenait que malgré la détérioration de sa santé mentale, il existait suffisamment de preuves indiquant que Harold avait mûri un plan pour éliminer sa famille afin de récupérer son argent. Plusieurs témoins, dont Kim, apportèrent un témoignage poignant sur le comportement violent d'Harold et sur ses menaces répétées la nuit du drame. Les avocats de la défense plaidèrent la démence. Ils mirent en avant des examens médicaux démontrant que Harold souffrait de perte de mémoire, de confusion et d'idées fixes irrationnelles. Selon eux, son discernement était lourdement altéré au moment des faits, si bien qu'il ne pouvait être tenu entièrement responsable de ses actes. La juge, qui menait les débats d'une voix calme mais ferme, écouta avec attention chaque élément de preuve. Les médecins légistes se succédèrent à la barre pour décrire l'état de Thomas et de Laura au moment de leur admission à l'hôpital, insistant sur la violence des coups. Les enquêteurs décrivirent la scène de crime, exposèrent les photographies du salon ravagé, des taches de sang sur le sol, et surtout la position d'Harold, assis dans le bureau, encadré de papiers démontrant son obstination à prouver la trahison de son fils. Kim, pendant son témoignage, parla d'une voix tremblante, les larmes aux yeux, à la fois pour évoquer l'horreur de ce qu'elle avait vu et pour exprimer sa confusion quant à la maladie de son grand-père. Il y eut un moment extrêmement émouvant quand on lui demanda pourquoi elle n'avait pas appelé immédiatement au secours en donnant son nom. Elle expliqua sa frayeur, sa crainte de mettre encore plus en colère son grand-père, et son sentiment de culpabilité de n'avoir rien pu faire pour protéger ses parents. Au fil du procès, la stratégie de la défense consista à démontrer qu'Harold, atteint d'un début de démence de type Alzheimer,
ne contrôlait plus ses pulsions agressives et nourrissait des délires de persécution à l'égard de Thomas. Quelques experts soutinrent cette thèse, expliquant que certains patients présentent des accès de violence lorsqu'ils sont confrontés à des situations de stress intenses, notamment lorsqu'ils croient qu'on leur vole leurs biens ou que leur honneur est bafoué. L'accusation, de son côté, chercha à prouver la préméditation, faisant valoir qu'Harold s'était renseigné sur la valeur du patrimoine familial, avait regroupé ces documents et en avait parlé autour de lui, évoquant la nécessité de remettre de l'ordre dans les comptes. Pour l'accusation, Harold avait lucidité et conscience de son acte. Finalement, le verdict tomba après plusieurs audiences riches en témoignages et en expertise. Harold fut déclaré coupable de tentative de meurtre et d'agression violente, mais le tribunal reconnut également son état mental altéré. Il ne fut pas envoyé directement dans une prison ordinaire. Au lieu de cela, on décida de l'interner dans un établissement psychiatrique spécialisé, dans le cadre d'un programme de soins adapté aux personnes âgées présentant des troubles cognitifs importants. Cette décision mêlait reconnaissance de la gravité de ses actes et prise en compte de sa maladie. Les proches de la famille Walsh, présents dans la salle, pleurèrent en entendant la sentence, à la fois soulagés d'obtenir justice et navrés de voir un grand-père jusque-là respectable finir dans une structure de soins sécurisés. Le retentissement médiatique de cette affaire fut grand dans le comté. Beaucoup débattirent de l'ampleur de la responsabilité de Thomas, qui n'avait pas communiqué sur ses investissements risqués, et de la vulnérabilité croissante d'Harold, dont la santé mentale aurait dû alerter ses proches et pousser à plus de vigilance ou d'accompagnement. Des associations locales d'aide aux familles rappelèrent l'importance de discuter ouvertement des finances, de la santé et du soutien aux aînés, pour éviter des situations de malentendus qui peuvent dégénérer de manière tragique. Des spécialistes de la gériatrie publièrent des articles avertissant que les cas de violence dus à des troubles cognitifs pourraient, hélas, se multiplier avec le vieillissement de la population. Après le procès, Thomas et Laura continuèrent leur longue convalescence. Thomas dut accepter de l'aide psychologique pour faire face à la culpabilité de ses actes financiers et au traumatisme d'avoir frôlé la mort aux mains de son propre père. Il s'imposait un rituel de rééducation, quasi quotidien, émaillé de rendez-vous avec un kinésithérapeute et un psychologue. Laura, de son côté, commençait seulement à reprendre progressivement quelques heures de service en hôpital, dans un poste moins exigeant physiquement. Sa hiérarchie lui accordait une grande bienveillance, consciente qu'elle avait traversé une épreuve particulièrement éprouvante. Pour Kim, la vie reprit peu à peu son cours. Elle réintégra le lycée, soutenue par un conseiller scolaire, qui l'aida à surmonter le choc. Son talent artistique s'exprima de plus belle, et l'on put voir, quelques mois plus tard, de nouvelles fresques dans Hartford, plus sombres, reflétant sans doute l'épreuve intérieure qu'elle avait vécue. Dans ce climat de reconstruction, chacun s'efforça, à sa manière, d'analyser ce qui s'était passé et d'en tirer des enseignements. Thomas promit à sa femme de ne plus jamais lui cacher quoi que ce fût, surtout concernant l'argent. Laura, encore affaiblie, se tourna vers des groupes de parole pour victimes de violences familiales, y trouvant un soutien émotionnel. Kim, la plus jeune, demeurait perplexe quant à la nature exacte de son grand-père. Avait-il toujours couvé en lui cette colère? Ou la maladie avait-elle tout fait basculer? Parfois, elle demandait à Laura des nouvelles de son grand-père. On lui répondait qu'Harold continuait de suivre son traitement médical, qu'il passait par des phases de lucidité et de confusion, et qu'il évoquait, dans ses bons jours, des souvenirs lointains. La jeune fille s'interrogeait sur la possibilité de lui rendre visite un jour, bien qu'elle ignorât si elle aurait la force de supporter son regard. De leur côté, la presse et la communauté de Hartford se lassèrent progressivement de commenter l'affaire. On trouva de nouveaux scandales à relayer, de nouvelles tragédies à analyser. Pour les Walsh, toutefois,
il n'existait pas de nouveau chapitre qui effacerait si aisément les traces de cette nuit de septembre 2022. Ils avaient vécu un cauchemar éveillé. Beaucoup d'observateurs se dirent que cela démontrait la fragilité de la vie de famille, même quand tout semblait aller pour le mieux. Les finances, la maladie, la communication défaillante, autant d'ingrédients qui, accumulés, pouvaient provoquer une déflagration soudaine. Aujourd'hui encore, la demeure des Walsh reste debout, un peu délabrée, avec une trace sur la porte d'entrée que personne ne s'est soucié de repeindre. Thomas et Laura, après des réflexions douloureuses, ont hésité à déménager, de peur que chaque recoin de la maison ne leur rappelle le drame. Toutefois, au fil des mois, ils ont décidé de rester pour essayer de transformer l'endroit en un foyer de nouveau chaleureux. Les rires y sont moins fréquents, certes, mais quelques moments de joie ressurgissent quand Kim montre fièrement ses projets artistiques ou ramène une bonne note. On raconte que, certains matins, lorsque le soleil se lève sur Hartford, Thomas s'assoit sur la même véranda où Harold aimait prendre le thé. Il regarde au loin l'horizon, sans doute submergé par un mélange de regret et d'espoir. De nombreuses leçons émergent de ce tragique événement. L'importance de la transparence dans les relations familiales. D'abord, s'il y avait eu davantage de dialogue, peut-être Harold n'aurait-il pas si violemment ressenti cette sensation de trahison. Ensuite, la nécessité de veiller aux aînés en perte d'autonomie cognitive. Harold, manifestement, manifestait des symptômes de confusion que personne n'avait suffisamment pris au sérieux. Enfin, le rôle indispensable d'un soutien émotionnel dans une situation de crise. Kim a eu la présence d'esprit d'alerter discrètement la police, ce qui a probablement permis de sauver la vie de ses parents. L'on comprend mieux, à travers une tragédie comme celle-ci, combien les liens familiaux peuvent se distendre si des non-dits, des hontes ou des secrets viennent les miner. Pour ma part, je retiens de cette histoire qu'aucune famille n'est à l'abri de l'incompréhensible, qu'il suffit parfois d'une tension trop longtemps contenue pour faire exploser tout un équilibre. J'ai vu combien la communauté d'Hartford s'est serré les coudes ensuite, organisant des collectes de fonds pour aider Thomas et Laura à payer les frais médicaux, ou des repas solidaires pour leur apporter un peu de chaleur. Les Walsh, malgré la douleur, ont ainsi bénéficié du soutien de certains voisins, quoique les stigmates de ce qui s'est produit restent à jamais inscrits dans leur cœur et dans ces murs qui ont été témoins de l'indicible. Je veux vous remercier de tout mon cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. C'était particulièrement difficile de relater tous les détails, mais j'espère que cela permet de comprendre la tragédie de la famille Walsh et de nous mettre en garde sur l'importance du dialogue et de la vigilance. Pour ma part, je ressens un profond soulagement de savoir que Thomas et Laura sont toujours en vie, même si la route vers la guérison sera longue. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous suis infiniment reconnaissante de l'attention que vous portez à ces récits de crimes réels. J'espère que vous continuerez à me soutenir en visionnant mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car vos avis m'intéressent sincèrement. Je vous invite également à découvrir les autres enquêtes disponibles sur la chaîne pour plonger dans d'autres affaires et en apprendre davantage sur les mécaniques de l'investigation criminelle. Et enfin, je vous souhaite à toutes et tous de prendre soin de vous et de vos proches, car la vie est parfois plus fragile qu'on ne le croit.